Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Bureau ASA Expertise, une chaîne sur laquelle nous parlons essentiellement d'expertise, mais de manière précise d'expertise africaine. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être accueillis par un expert spécial, un expert dans plusieurs domaines, mais je laisse au colonel Badiek l'opportunité de se présenter lui-même sous ses différentes casquettes. Bien voilà, merci cher Didier de me permettre aussi de pouvoir participer à cette initiative qui me semble être une initiative pertinente dans le partage des expertises des Africains en ce moment. Je suis tout à fait persuadé que l'Afrique peut faire mieux, que si jamais elle se reporte fondamentalement sur cette expertise qui est diversifiée et qui peut également enrichir tout le management global. Alors, je suis le docteur-colonel Didier Badiek, colonel à la retraite, faut-il le préciser. J'ai pris ma retraite, ça fait 5 ans. Je suis de profession initiale ingénieur pilote. Et bien, je suis tombé comme ça, hein, à tout hasard dans la communication. Pourquoi? Parce que, à la faveur du décret de 2001 qui réformait l'armée camerounaise, eh bien, il fallait avoir un chef d'antenne communication de l'armée de l'air. Et l'on m'a pris parce qu'on avait peut-être décelé que j'avais une capacité assez soutenue, n'est-ce pas, de pouvoir expliquer les choses. Et ça s'est bien passé au premier essai, quand je faisais le reportage du défilé du 20 mai, et que par la suite, de fil à aiguille, j'ai commencé à sentir la communication, et que par après, aux environs de 2011-2012, le métier de pilote commençait déjà à me fatiguer, parce que c'était toujours les mêmes trajets. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas de conception dans ce travail, et bien j'ai décidé de faire mes classes dans la communication, où j'ai eu un master d'ailleurs, et que par la suite j'ai étendu mes formations académiques jusqu'en thèse. J'ai fait du management, j'ai fait les relations internationales, j'ai fait aussi du droit fondamental. Et je suis très content parce que ça me donne des capacités transversales. Et je suis également très content de cette communication. Finalement, on me connaît beaucoup plus dans l'identité du communicant que je suis, parce que pendant 8 ans quand même, j'ai couvert des vastes régions en crise au Cameroun, notamment à l'extrême nord, avec la pénétration de Boko Haram, et également au niveau de nos régions du nord-ouest et du sud-ouest, où il y a une émergence irrédentiste. Donc il y a eu beaucoup de cas, je dois vous dire comme ça, que l'expérience à partager a quand même un champ qui est extrêmement important. Mais lorsque l'on regarde d'une manière beaucoup plus analytique ce qu'on a fait, on se rend compte que l'on peut identifier en réalité les mêmes questions, les mêmes problèmes que l'on rencontre dans les administrations, dans les institutions militaires, dans les administrations publiques, et même dans le privé aujourd'hui, parce que quel que soit le cas, la communication, le volume de la communication, le domaine de la communication devrait être rattaché directement aux décideurs. Il peut avoir un directeur général, un CEO qui vous dit, bah, écoutez, c'est moi qui fais ma communication. Bien, on vous range tous. Est-ce que la notion du communicant est acceptée auprès des organisations aujourd'hui? Vous avez à Yaoundé une très grande école, les STIC, qui forment des communicants, mais vous allez vous rendre compte qu'au niveau des organisations, l'on utilise beaucoup plus les journalistes à gérer cet aspect, alors qu'il y a des étudiants qui sont sortis diplômés, n'est-ce pas, de ce domaine spécifique. Alors, le parent pauvre, oui peut-être, mais aussi cette capacité de pouvoir créer un modèle de communication dans l'organisation où nous sommes, au lieu que ce soit une agence de photothèque, n'est-ce pas, pour mettre en lumière ce que fait la direction générale, on n'a pas créé une véritable stratégie de communication avant de débuter. Mais tout cela, c'est une étude profonde de l'environnement, savoir ce que l'on fait, savoir dans quel domaine on communique. Et c'est justement à partir de ce moment où, quand les choses ne vont plus bien, ne se déroulent plus
comme cela est convenu, qu'il arrive des crises, c'est-à-dire un dysfonctionnement, une discontinuité entre deux pôles, l'émetteur et le récepteur. Voilà. Mais, merci beaucoup, mon colonel. Mais justement, je pense qu'on est arrivé là où on souhaitait atterrir, c'est vraiment la question de la crise, parce qu'il y a la communication qui est une chose, et il y a la crise qui est autre chose. Et il peut y avoir des situations de crise au niveau institutionnel, mais aussi au niveau des entreprises. Donc, dans les situations de crise, j'imagine qu'il doit y avoir une communication spécifique pour aborder ces moments et pour pouvoir les traverser au mieux. Donc, quelles sont les stratégies qui peuvent être mises en place dans le cadre d'une crise pour pouvoir communiquer et pouvoir en sortir? Je sais que vous avez une très forte expérience dans ce domaine. Tout à fait, Didier. C'est que, en réalité, la communication de crise, elle devrait être applicable même à l'intérieur de toutes les communautés. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une crise au sein d'une institution, vous allez toujours vous chapeauter, n'est-ce pas, enfin, l'architecture de votre communication sera basée sur une communication institutionnelle en gérant la crise. Donc, la communication de crise a ses canons. En réalité, il faut connaître l'environnement de manière très très profonde. Il faut l'avoir fait avant. En réalité, si vous gérez une communication de crise le jour même où la crise arrive, eh bien vous avez perdu la gestion de cette communication parce qu'elle va passer très rapidement de sa phase de gestation à sa phase aiguë. Ce qu'il faudrait faire dans le plus clair de son temps, lorsqu'on est un communicant, il faudrait être capable d'avoir un portefeuille de crise. C'est-à-dire qu'on passe déjà dans la stratégie des possibles. Donc avoir un portefeuille de crise et savoir comment est-ce que l'on peut régler et avoir exactement les instruments que l'on a de façon commune pour gérer un plan de communication. C'est-à-dire qu'on va faire de la communication hors média si cela est nécessaire, on va faire de la communication média si cela est nécessaire. En réalité, on utilise tous les instruments d'une communication conventionnelle, mais on sait que nous sommes en crise et il faudrait savoir agir sur les centres de gravité. C'est ça qui est le plus difficile en réalité, c'est-à-dire être capable d'analyser la crise, savoir d'où elle vient et savoir comment est-ce que l'on peut l'arrêter. Les stratégies que vous me proposez, en réalité, c'est le doigté. Vous pouvez avoir une stratégie que vous posez au niveau de la résolution d'une crise, qui est tout à fait un moyen subjectif, une proposition subjective, qu'un autre manager ne fera pas. Mais à chaque fois que vous avez une stratégie, il faudrait savoir où vous allez. Je vais vous donner par exemple 3 stratégies particulières que l'on peut utiliser. On peut dire par exemple, écoutez, le consentement. Il y a eu un événement où la responsabilité de l'organisation est impliquée et au lieu de discuter en réalité sur l'explication de ce qui est arrivé, on décide que nous allons accepter, nous allons prendre nos responsabilités. Eh bien, c'est un couteau à double tranchant. De toutes les façons, si vous mentez et qu'on connaît la vérité, les conséquences sont encore plus graves. Maintenant, si vous reconnaissez, on peut vous reconnaître aussi, par ailleurs, n'est-ce pas, une posture de responsabilité, ce qui pourrait tendre, n'est-ce pas, à remonter l'indice d'image de l'entreprise. Là, vous pouvez opter pour cette solution, mais il faut en peser les conséquences. Il faudrait qu'on vous donne une métrique de ce qui pourrait arriver et de voir qu'en cas de ceci, nous avons cela. C'est ce qu'on appelle l'étude des possibles. Alors, maintenant, vous pouvez dire, écoutez, moi je m'installe dans le déni. Ce n'est pas nous qui avons fait. Je crois que vous êtes au Cameroun, vous savez ce qu'on appelle 0 mort. Je vous dis qu'à l'université, il y a eu 0 mort. Mais il faut soutenir ce déni. Lorsque vous déniez, il faut être sûr que vous avez raison. Parce que cette crise n'est plus solvable si vous arrivez à un hiatus fondamental, c'est-à-dire un trou où vous ne pouvez pas donner d'explication. Vous avez des cadavres et vous dites que vous avez 0 mort. Vous avez tué avec une arme à feu et vous dites que les gars sont tombés sur une bouteille qui les a éventrés. Ce n'est pas possible. Il faut savoir mesurer le déni. Mais en réalité, si l'occasion se présente, je peux opter pour une stratégie de déni. Étant entendu que le principe fondamental de la communication, c'est l'amélioration et la promotion sexuelle, par exemple, il faut le dire, les genres de choses qui peuvent arriver. Eh bien, dans le domaine interne, il y a des modalités, n'est-ce pas, il y a des canons de traitement de cette crise. La première chose qu'il faudrait faire, c'est de savoir la contenir dans l'environnement interne. Donc, il faudrait être capable de mettre sur pied une communication interne. Si elle n'a pas été mise auparavant en place, il y aura un échec. Parce qu'on ne nourrit pas la poule le jour du marché. Donc, le responsable de la communication, au départ, devrait savoir ce que c'est que la communication interne. Et je dois vous dire ceci.
La communication interne devrait détenir à peu près les 70% de l'acuité du plan de communication. On ne le croit pas souvent assez. Vous êtes dans une entreprise, une société brassicole, et vous trouvez des employés de cette société qui vont dans un café à côté, qui boivent une bière qui appartient à une société concurrente. Comment vous pouvez voir ce genre de choses? Mais tout simplement parce que la communication interne ne fonctionne pas, on n'arrive pas déjà à nous vendre le propre produit. Et comment pouvez-vous ne pas consommer un produit que vous voudriez vendre? Ce n'est pas possible. Tout cela, c'est tout à fait... On a l'impression que la communication interne est évidente, mais elle est très très difficile. Elle commence même par la signalétique. Elle commence déjà par le traitement de vos droits, comment est-ce qu'on communique auprès des employés. Elle commence également par la sécurité même au sein de l'entreprise. Il y a tout plein de domaines dans lesquels cette communication devrait agir. Elle communique, n'est-ce pas, l'éthique que s'est réservé l'entreprise. Par exemple, en ce moment, nous pouvons avoir des problèmes politiques et que vous ayez des employés qui, au sein de l'entreprise, laissent libre cours à leurs aspirations idéologiques politiques, alors que ça n'est pas autorisé. Mais au demeurant, qui leur a dit que ce n'était pas autorisé? Il faudrait que cette communication passe. Il y a beaucoup de chapitres dessus, mais j'ai l'impression aujourd'hui que la communication que nous faisons en entreprise se base sur le branding, l'élévation charismatique du directeur général. Il ne s'agit pas de ça, il s'agit de voir les actions que l'entreprise pose. Donc après cela, nous avons l'environnement. Et cet environnement est absolument fondamental à partir du moment où c'est elle qui crée tous les artifices pour pouvoir tomber dans une communication de crise. Mais il faudrait savoir aussi que la communication de crise a une vie. C'est ce qu'on appelle le continuum de la vie de la crise. Je vais vous donner un exemple, moi qui suis à pouvoir être serein et à analyser la situation. Il s'est mis dans une paranoïa hallucinatoire et tout élément qu'on pouvait lui apporter de l'extérieur, il était pratiquement fermé à ses propositions. Quand il met son avion en route, on lui fait savoir que Royal Air Maroc a fait demi-tour. Et par la suite, Camerco, à l'époque, a également fait demi-tour. Il devait se dire que, tiens, ces pilotes qui sont entraînés, qui sont régulés sur les pistes, font demi-tour. Moi qui suis un pilote d'accord, mais qui suis de passage ici, j'aurais peut-être l'humilité de comprendre qu'il ne faut pas décoller parce que la météo n'est pas bonne. Il rappelle même, n'est-ce pas, au contrôleur, la réglementation qui dit qu'il est le seul habilité à conduire à la conduite de son appareil. Eh bien, il s'en va, il se met en bout de piste, et lorsqu'il met tous les gaz, il a le manche, mais il remet les commandes à son copilote qui avait moins d'expérience et surtout une expérience requise dans cette circonstance. Et puis, après le décollage, il se met en lice, malheureusement. Le copilote est passé dans ce qu'on appelle un virage engagé et ils ont percuté la planète. Lorsqu'on regarde le déroulement de cette affaire, premier facteur aggravant, on ne fait pas voler un pilote qui a des problèmes psychologiques. Deuxième chose, dans le cockpit, il y a ce qu'on appelle le Crew Resource Management. Il ne faudrait pas que le pilote impose. Les décisions doivent se prendre, n'est-ce pas, en collégialité avec la météo. On sait très bien que la météo, c'est un facteur aggravant fondamental. Mais le manque de contact sain avec la tour de contrôle. Est-ce qu'on ne connaissait pas ces 4 paramètres? On les connaissait. C'est comme ça la communication de crise. Vous avez un élément qui vous alerte aujourd'hui. Vous ne le réduisez pas, vous progressez. Les gens, les employés au niveau de la société ont commencé à parler. Vous laissez, vous continuez. Mais vous, le communicant, vous devez savoir qu'il y a ce continuum, vous écrivez tous. Et ça vous devenez dire qu'attention, je suis déjà au stade 2 de la gestation de cette crise. Il faut arrêter maintenant. On ne fait rien pour arrêter, ça va continuer. Ça va continuer, on sera à la phase de gestation, comme un cumulonimbus qui s'est gorgé, n'est-ce pas, de pluie et tout, et n'attend qu'à
à tomber. Et le jour, ce qu'on ne sait pas, c'est où l'endroit a craché et quand l'endroit a craché. Et quand ça arrive, malheureusement, nous sommes dans une communication de crise. Et malheureusement également, je vous le dis de manière très simple et schématique, pour que ceux qui veulent apprendre en réalité la profondeur et la délicatesse de la communication de crise, il faudrait qu'ils sachent déjà d'où ils doivent partir. Vous savez, je fais que insister sur ce qu'on devrait être capable de maîtriser son environnement. Son environnement, c'est quoi? Quand on est dans une organisation, c'est clients, quels sont les rapports avec les institutions, quels sont les rapports entre les membres de l'entreprise, quels sont les rapports entre les employés et le top management, quel est le rapport entre le top management, enfin le directeur et ses très proches collaborateurs, quels sont les rapports entre l'entreprise et le fisc, tout cela, c'est des études qui sont poussées et qui doivent être notées. Et quelles sont maintenant les crises possibles? On les énumère. On fait un kaléidoscope chrysogène, on écrit et on voit comment est-ce qu'on peut régler le problème. Lorsque la crise arrive, j'appelle ça un portefeuille, n'est-ce pas, de crise. J'enlève juste la crise analogique et je vois déjà ce que j'ai pensé. Pourquoi? Parce qu'au moment de la crise, le temps se rétrécit et on perd une bonne partie de ses moyens. C'est généralement des stratégies qui sont saines. Et avant cela, vous avez aujourd'hui une parfaite intrusion de l'information dans tous les milieux. Et que si vous n'avez pas avec vous un chapelet de médias que vous maîtrisez, qui peut vous faire la communication média adaptée, vous n'avez pas de moyens pour résorber votre crise. Je me souviens quand moi j'étais chef de division de la communication, j'avais mes réseaux. Et mes réseaux étaient étagés. J'avais les réseaux institutionnels, j'avais les réseaux de la presse privée, et j'avais même un regard sur les réseaux de l'opposition qui, vous savez, sont fondamentalement antimilitaristes, en estimant que l'armée, en réalité, c'est une excroissance de l'État, de l'institution. Donc c'est eux qui font que l'institution soit comme... donc vous n'allez que très rarement avoir une société civile qui regarde l'armée avec une certaine douceur. C'est toujours la brutalité, c'est toujours la soldatesque, même si leur mission est fondamentalement la protection des personnes et des biens, et puis la sauvegarde de l'intégrité territoriale. Alors j'avais ces réseaux qui, en fonction de la catégorie de mes risques, et Dieu seul sait que j'en ai eu, les morts d'hommes sur le champ de bataille, des phases, des scènes de soldatesque, c'est-à-dire de brutalité du soldat envers une personne civile, ça fait extrêmement mal. Ou alors pire, c'est-à-dire qu'un assassinat, n'est-ce pas, d'un civil, ou alors même un assassinat, comment ça s'appelle même encore, un assassinat d'une personne, quoi, en cours d'enquête. On appelle ça, je commence un peu à oublier. Bref, je vous dirai à la fin. Il y a beaucoup d'éléments qui pouvaient être, générer des crises, des listes de candidats où quelqu'un s'amuse à dire que tiens, celui-là n'était pas là. On ne sait pas dans quelles circonstances il a été ajouté. Par exemple, je vais vous donner quelqu'un qui s'en va en formation de pilotage. Il a passé un concours officier. Il n'arrive pas à sortir de l'école là-bas. Lorsqu'il reviendra ici, on ne va pas le mettre... voilà. Il a quand même passé un concours. Pilotage, c'est quand même quelque chose qui est assez difficile. On a dit, mais tiens, vous rentrez à l'EMIA. Mais lorsqu'on verra son nom, vous allez voir des rigolos qui vont dire, mais écoutez, vous avez ajouté ça, parce que si par extraordinaire, il y a un nom à consonance populaire, n'est-ce pas, c'est terminé, quoi. Donc voilà, tous ces éléments-là, ça crée la crise. Donc il faut savoir analyser, il faut savoir gérer, et il faut savoir regarder à l'avenir. C'est c'est pour la prospective, quoi. Merci beaucoup, mon colonel. Vraiment, de toutes ces informations, bien illustrées d'ailleurs. C'est vrai qu'en Afrique, on a vraiment besoin de spécialistes en communication de crise, aussi bien au niveau des entreprises.
qu'au niveau institutionnel aussi, hein, dans nos différents pays. Est-ce que vous avez une capacité à pouvoir accompagner des entreprises ou les institutions en Afrique qui ont peut-être besoin de votre appui, vos conseils pour gérer ou anticiper, comme on a compris, c'est mieux vaut les anticiper, pour anticiper ces crises dans leur environnement? Oui, d'abord, hein, il faudrait être capable de faire l'audit de toute la chaîne de communication, être capable également de proposer des modèles à ces entreprises et par la suite faire de véritables formations en communication de crise. Mais je dois vous dire que généralement les communicants savent quelles sont les stratégies qui sont proposées, mais ce n'est pas ça qui est la partie la plus intéressante. La partie la plus intéressante, c'est partager le vécu, son expérience. Nous avons eu ceci, nous avons cela, et c'est exactement les mêmes segments qui arrivent dans toutes les sociétés, que l'on soit au Togo, que l'on soit au Cameroun, que l'on soit en Mauritanie, ça existe toujours. Et c'est pour ça que, en réalité, pour une session de renforcement de capacité, nous pouvons avoir la même base cognitive et les mêmes diplômes au départ, mais c'est celui qui aura le plus d'expérience et qui va les partager, n'est-ce pas, qui aura une empreinte à donner de manière beaucoup plus précise à la société. Mais auparavant, il faudrait qu'il puisse faire un audit pour voir à peu près à quel niveau les communicants sont. Donc ça, c'est tout à fait faisable. Et aussi, être capable, dans tout l'environnement qui est communicable, être capable de faire aussi ce qu'on appelle du media training. C'est-à-dire que la crise va se régler parce qu'il y a des gens qui vont faire des interventions. Mais moi, j'ai rencontré quand même des directeurs qui ne savaient pas comment on parle devant une caméra. Voilà. Et ça se fait également. Nous dispensons ces sessions de renforcement de capacité en média training, en communication de crise avec des exemples, des études de cas, voir un peu comment on réagit, être capable de faire un ordre opérationnel de communication de crise qui, par la suite, accouchera un plan de communication et voir comment est-ce que les gens peuvent être capables d'articuler cela. Et on croit souvent que c'est très simple. Tenez, moi j'ai cours avec l'École internationale des forces de sécurité, où je donne cours et aussi à l'école de guerre. Et je fais du média training là-bas. Et je dois vous dire que des fois, je suis surpris de l'incapacité que des hauts cadres, d'un très haut grade, hein, n'arrivent pas à exprimer. Et j'ai l'impression que la caméra tétanise. La caméra tétanise parce qu'ils n'en ont pas l'habitude. Vous allez voir un directeur général aujourd'hui qui a 10 ans de direction, mais qui n'a jamais eu à gérer une crise. Alors c'est lui qui commence dans la gestion de la crise. Dans la gestion de la crise, il y a effectivement ce comité de gestion de crise qui se met en place et qui est dynamique. Et on essaye d'enregistrer parce que la crise, dans sa phase, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a la phase de gestation. Lorsqu'on a traversé cette phase de gestation, on tombe dans sa phase aiguë. Et c'est en ce moment qu'il faut essayer de voir comment on peut créer des passerelles pour l'atténuer. Et on devrait aller donc vers la cicatrisation. Mais la plupart du temps, lorsque c'est géré de manière inappropriée, on peut revenir très rapidement sur la phase aiguë. On parle donc cette fois-là de crise chronique. Donc c'est tout à fait faisable, pour revenir à votre question. C'est une session qui est très, très, très importante parce qu'on fait parler. On fait parler et on décèle en fait l'ADN du communicant. Et on se rend compte très très rapidement qui peut faire face. Parce que communiquer en temps de crise, c'est faire face. Ok. Merci beaucoup, mon colonel. On est arrivé au terme de notre échange. Au niveau du bureau AC Expertise, nous avons pour objectif de pouvoir valoriser les compétences africaines. Donc, c'est pour ça que nous avons sollicité cet échange avec toi ici. Mais nous sommes toujours disponibles à pouvoir accompagner d'autres expertises à émerger et à permettre à ce qu'on puisse, au niveau du continent, connaître les différentes expertises que nous avons et puis pouvoir nous autonomiser. Merci encore infiniment, mon colonel. C'est moi qui te dis merci avec tout le cabinet que tu te diriges avec beaucoup de maestria. Et moi, j'ai une foi, c'est que en 2050, il y aura une alternance et je pense que l'Afrique sera le principal générateur de puissance dans le monde. Merci.